Quelle tristesse. Vous vous rendez pas compte, Gauthier, parce que vous avez 25 ans. 28. Vous vous rendez pas compte de ce qu'a été ce pays. Vous vous rendez pas compte de ce qu'il devient. Et personne ce matin ne semble trop ému de ça. Un proviseur quitte son lycée parce qu'il est menacé de mort, parce qu'il a fait respecter simplement une jeune femme de pas porter un voile. Alors, on en est là. Non seulement je me rends compte, mais on en est là. Ma femme est prof. Ma femme est prof et donc elle me raconte tous les jours ce qui se passe et la manière dont ils sont abandonnés par parfois par les rectorats notamment. Et il faut parler, parce que il faut pas oublier ce tweet de Daniel Simonet, député La France Insoumise, qui a relayé une fake news contre ce proviseur en disant qu'il était possible qu'il ait giflé l'élève, ce qui s'est avéré complètement faux. Et donc une nouvelle fois, La France Insoumise a joué à un jeu très dangereux. Mais moi, je pense que de toute façon, je pense que c'est fichu. Donc c'est terminé. Voilà. Je le pense vraiment, c'est fichu. Il n'y a plus rien à faire, hélas. C'est fichu. Voilà. 40 ans, c'est terminé. La preuve, chaque jour. Vous avez raison, l'explication du rectorat qui explique qu'il part en retraite anticipée pour pas dire qu'ils sont incapables de le protéger, c'est indigne. Mais indigne. Quelle honte. Alors on va voir le sujet de Yael Benamou. Et la complicité de l'espace médiatique, personne n'en parle. C'est-à-dire France Inter n'en parlera pas, le quotidien n'en parlera pas. Et les seules choses qu'ils sauront dire, ces gens-là, c'est dire drama queen. C'est la seule chose qu'ils savent dire. Ce pays sombre, et la seule chose, c'est on ricane, drama queen. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est sur une chaîne de TF1 avec un patron qui s'appelle Martin Bouygues. Ils sont auditionnés ce matin. Manifestement, ça ne l'intéresse pas. On va écouter le sujet de Yael Benamou. Il se voulait garant de la laïcité au sein de son établissement, mais pour sa sécurité, il quitte ses fonctions. Il y a un mois, le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris demande à une étudiante en BTS d'ôter son voile islamique. L'histoire est diffusée sur les réseaux sociaux. Il reçoit alors des menaces de mort. Il faut prendre conscience de la gravité de ce qui se passe. Nous sommes inquiets pour la sécurité de notre collègue dont le seul crime, en fait, serait simplement d'avoir fait son métier et d'appliquer la loi. Selon un message adressé aux parents et enseignants, le proviseur a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Le rectorat parle de convenance personnelle. Ça donne clairement une impression de minimiser les choses. Ça ne rend pas hommage au courage et au travail de ce chef d'établissement. Un jeune homme de 26 ans a été interpellé dans cette affaire. Il doit être jugé le 23 avril à Paris pour menace de mort sur Internet. Je vous laisse la parole parce que moi je suis désespéré. Donc. Oui, et pour ajouter à la gravité des choses, l'événement a été présenté de telle manière qu'on cherche à nous faire croire que c'est le proviseur qui a lâché. Alors qu'en fait, il a été lâché. C'est pas tout à fait pareil. Mais de toute façon, sur la communication de l'établissement qui dit qu'il part pour des raisons de sécurité, après même Gabriel Attal, Gabriel Attal, son poids politique était résumé ces derniers mois à son courage à l'école, à l'interdiction de la baya et au fait de balayer le pas de vague. Et ben moi, je veux voir Nicole Belloubet et Gabriel Attal nous expliquer la différence d'explication entre l'établissement et le rectorat, en sachant que l'établissement est au plus près quand même probablement de la décision de ce proviseur et que par ailleurs, vu l'histoire qu'on a entendue jour après jour, il semble assez évident que c'est la bonne explication. Et c'est évidemment dans l'explication que réside toute la gravité de cette situation. Initialement, la loi oblige l'élève à quitter l'établissement, pas le proviseur. Mais cet élève, vous vous rendez compte la position de force de cet élève ? Et puis de tous les élèves de France qui voudront tester la chose. Mutatis mutandis, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'élève qui a témoigné contre Samuel Paty. C'est elle qui a tout déclenché. Je veux dire, vous vous rendez compte, cet élève, par ses collègues. Cet élève, ce qu'elle doit dire, oui, c'est ça la France d'aujourd'hui. Mais la prochaine étape, de toute façon, le voile sera autorisé dans l'école avant les 5 ans. Vous verrez. Non. Mais vous verrez. Avant les 5 ans. Mais avant les 5 ans. Et non, on vient d'interdire la baya pour de bon. Mais vous verrez. Ça dépend quand même de quelques variables politiques. Mais vous
Ce qui est vrai, c'est qu'on dit souvent que Vous verrez. la société française, qu'il y a une unanimité derrière la défense de la laïcité dans la société française. C'est vrai, c'est ce qu'on voit a priori dans les études d'opinion. Il y a quelques mois, j'avais fait une étude auprès des jeunes, 18-25 ans, et j'avais testé une phrase qui est « telle qu'elle est appliquée aujourd'hui en France, la laïcité est surtout un moyen de discriminer la religion musulmane ». Vous avez 4 jeunes sur 10 qui disent oui. Donc, notamment chez les jeunes, vous avez une incompréhension de ce à quoi sert la laïcité et de la manière dont elle doit être appliquée, ça c'est manifeste. Il y a une contre-culture, une autre société qui s'est mise en place, avec d'autres valeurs, avec une manière différente de voir la société. Et bien forcément, les sociétés changent, elles ne sont pas immortelles. Il faut dire qu'on a une ministre de l'Éducation nationale responsable de cette ambiance, puisque quand elle était garde des Sceaux, elle n'avait pas soutenu Mila, au contraire, elle l'avait enfoncé. Mais Madame Belloubet... Madame Belloubet. Donc elle a été Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de cette ambiance qui pèse. Oui, alors tous 40 ans. Et je vous parle pas de l'espace médiatique. Écoutons Paul Sugy qui était ce matin sur l'antenne avec Romain Desarbres et qui évoquait un rapport sur la laïcité. Il y a une volonté de fermeté, on ne va pas le nier, mais le problème c'est que l'on caresse d'une main ce que l'on prétend combattre de l'autre. Il y a quelques années, Nicole Belloubet, encore elle, prétendait au sujet de l'affaire Mila que la laïcité française interdisait d'insulter une religion. Qui est-ce qui applaudissait dès demain ? Eh bien les réseaux islamistes qui combattent nos valeurs par la victimisation et qui détournent à leur profit la lutte contre toutes les discriminations. Les mensonges de la jeune fille du lycée Maurice Ravel, qui s'en est donc prise à son proviseur, ont été repris dans des vidéos par le CCIE, un collectif contre l'islamophobie, que nous finançons par le biais des subventions européennes. Alors les islamistes ont de quoi rire, ils se gaussent de nos défaites et leur discours s'affermit à la faveur de nos renoncements. Quand vous affrontez leur offensive, d'un côté ils se victimisent, mais quand vous abaissez la garde, ils vous piétinent d'un air triomphant. Ça peut plus durer comme ça. Mais tous les enseignants devraient descendre dans la rue, tous les proviseurs devraient se mettre en grève. Quand est-ce que les gens vont contester Déjà au moment où ce proviseur, où avait éclaté l'affaire, vous aviez un nombre considérable, je ne veux pas le dire parce que j'ai peur de me tromper, mais un nombre considérable de chefs d'établissement de la région parisienne qui étaient descendus dans la rue, ce qu'on n'avait pas vu depuis toujours, en fait, je crois, pour évoquer ces questions de sécurité qui sont quand même assez malvenues à l'école depuis des décennies. Donc c'est vraiment qu'il faut que la situation soit dramatique pour que les professeurs et les chefs d'établissement s'inquiètent. Mais ça passe, mais non, parce que en fait, ça va passer, demain on parlera d'autre chose. Ah oui, ça sera oublié, Et là, vous avez raison. C'est pas de vague, et puis on parle d'autre chose, et puis les Jeux Olympiques arrivent, et puis regardez, le 93, tout se passe bien. On a même donné plus de place pour le 93. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais parce que pour les Jeux Olympiques. Le 93 aura le droit à plus de place que la Loire-Atlantique. Ouais. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais il y a un moment important ce soir, puisque le Premier ministre va donner une interview aux 20h de TF1. J'espère que la question lui sera posée. Non mais parce que là il va nous annoncer des mesures de rigueur. Oui, bien sûr, l'économie. Mais il ne peut rien faire, c'est fini en fait. C'est fini. Il faut aborder la question avec le chef du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a plus de solution. Un proviseur qui incarne l'autorité dans un établissement se fait rudoyer psychologiquement et menacé de mort. Si le Premier ministre ne répond pas à cette question ou si elle ne lui est pas posée, pour moi, c'est fini. Alors on verra. On verra si... C'est fini, comme c'est fini avec la drogue, c'est fini dans tous les domaines. Puisque les solutions que ça demanderait, personne ne les prendra. Donc c'est terminé. Voilà. Et on va écouter tout à l'heure Bruno Le Maire. Tout ça, ce sont des vœux pieux. C'est terminé dans tous les domaines. Soyez-en certains. Et pardon de le répéter, mais il y a un parti qui relaie ces fake news et ces mensonges d'élèves. D'ailleurs, c'est un point commun entre l'affaire Paty, cette élève qui avait dit qu'elle était en classe et alors qu'elle ne l'était pas, et là le mensonge de l'élève qui dit avoir été giflé alors que il ne l'était pas. Et ça a été relayé encore une fois par Daniel Simonet, député LFI. Ça s'effondre peu à peu, comme ça, tranquillement, jusqu'au bout. Et c'est la France qui tombe. Et il y aura pas de solution. On va écouter tout de suite, si vous voulez le bien. On devait en parler après, mais on va écouter ce qu'a dit hier soir Bruno Le Maire sur les narcotrafiquants. C'est effrayant. J'écoute souvent les auditions au Sénat, parce que les gens disent des choses qu'ils ne disent pas manifestement ailleurs. Ah, ils sont sous serment. Comment ? Ils sont sous serment. Oui, mais en fait ce que dit Bruno Le Maire, c'est juste effrayant. Je me demande s'il va se faire engueuler par Éric Dupond-Moretti ou pas. Oui, mais vous avez raison, parce qu'il dit la même chose. Il dit la même chose que l'autre jour, les magistrats. C'est effrayant, mais là encore, il te dit les trafiquants étrangers sont sur le territoire national avec des cartels. Donc, et alors moi je parle du Salvador. Donc évidemment, les gens disent Salvador, c'est pas possible. Bah oui, mais il y a que cette solution manifestement, ou en tout cas faut en trouver une.
faut en trouver une différente de celle qui est appliquée aujourd'hui. Alors écoutez ce qu'il dit par exemple sur les narcotrafiquants qui ont des moyens tels que des sous-marins. Ouais. D'abord, les trafiquants de drogue ont des moyens comparables à ceux des États. C'est une des grandes nouveautés. Ils ont un arsenal technologique, des sous-marins grâce auxquels ils peuvent transporter de la drogue sans être repérés, des balises, des caméras qu'ils positionnent dans les conteneurs de stupéfiants pour mieux les tracer. Ils ont accès à des téléphones cryptés qui leur permettent de communiquer sans aucune crainte d'être écoutés. Ils utilisent des méthodes de corruption des agents portuaires, de menaces contre le personnel politique, comme nous l'avons vu récemment aux Pays-Bas. Il y a Monsieur Barthès en ce moment qui est auditionné, paraît-il, devant la commission. Alors j'avais dit qu'il n'avait pas de prompteur, mais je n'étais pas beaucoup trompé beaucoup parce qu'il lit son petit papier. Il a tout écrit, évidemment, puisque c'est la première fois qu'il parle. Il peut pas parler tout seul, Jeff Panaclock. Donc il lit son petit papier. Donc tranquillement, ben c'est normal d'ailleurs. Après, j'imagine que c'est le point préliminaire. Après, il y aura des questions où il n'aura pas forcément préparé les réponses. Mais bon, je ferme la parenthèse parce que je suis un peu agacé ce matin. Le maire, et triste. Autre chose, tout se passe un peu comme s'il savonnait la planche à Monsieur Darmanin. Oui, je sais pas pourquoi il a parlé effectivement. C'est pas son domaine, habituellement. Mais non, c'est pas son domaine. Et donc il va dans le sens de, c'est l'échec. Hein. Ouais. Ça lui permet de parler d'autre chose que de la dette. Non, mais aussi. Alors aussi. peut-être que ça lui permet de parler d'autre chose que de la dette, mais par ailleurs que le ministre de l'économie s'intéresse vaguement à une économie souterraine qui est plus puissante en effet que l'économie du pays, ça me semble pas non plus complètement absurde. Mais je note qu'il nous explique que tout ça est nouveau. D'abord, c'est pas nouveau. Les sous-marins, c'est pas nouveau. Bah les sous-marins peut-être, mais et là en l'occurrence ils disent ce qui est pas nouveau, c'est qu'ils ont des moyens comme les États. Des moyens qui, les policiers vous le disent depuis des années et des années, mais de la même manière que les magistrats racontaient à Marseille, ce que les policiers à Marseille racontent aussi depuis des années. Vraiment, les magistrats parlent moins. Là, en effet, ils étaient sous serment, ils parlaient. Éric Dupond-Moretti n'a rien trouvé de mieux que d'aller à Marseille pour les engueuler. Ouais. Et là, comment dire, Éric Dupond-Moretti a notamment assumé de contester ce que disaient les magistrats sur la corruption, qui est évidemment le basculement dans le narco-État, la corruption généralisée. Là, Bruno Le Maire l'évoque. J'aimerais bien avoir la réaction, là encore une fois, du ministre de la Justice qui nous dira peut-être sous serment dans 5 ans. Mais on a l'impression que c'est de pire en pire. Et écoutez, Bruno Le Maire, c'était donc hier, il a parlé des trafiquants étrangers qui s'installent sur le pays et que sans doute il va être trop tard prochainement. Nous commençons notamment à voir s'implanter des trafiquants étrangers venus de cartels sud-américains sur le sol national. Il faut donc agir vite, car bientôt il sera trop tard. Nous risquons donc, si les mesures nécessaires ne sont pas prises, de voir apparaître de nouveaux Medellín au cœur du continent européen. Bon, comment vous dire il dit la même chose que les magistrats l'autre jour. Exactement. C'est pas moi qui dramatise la situation, j'entends simplement ça. D'ailleurs, c'est peu repris cette audition. Oui. Elle est peu reprise, je sais pas pourquoi. Mais enfin, quand j'entends ça dans le pays dans lequel j'ai grandi, que j'entends que des trafiquants étrangers on voyait ça à la télévision quand on avait 15 ans, mais c'était le cartel de Medellín. On voyait ça comme et c'est chez nous. Et c'est le ministre de l'économie qui le dit. Et ça fait bouger personne. Il y a eu des arrestations. On va où? Pour nuancer, parce qu'il y a quand même eu des arrestations. Il y a encore eu une opération Place Net XXL aujourd'hui. Mais tu vois bien que les moyens ne sont pas suffisants. 900 arrestations. Mais tu vois bien que les moyens ne sont pas. Double chaque fois sur le trafic de drogue. T'es avec ta cuillère en train de vider l'océan. Bien sûr. Il faudrait rechercher ce que disaient les hommes politiques mexicains il y a 50 ans. Sans doute pour avoir une comparaison. On est au début d'un processus que d'autres pays connaissent, mais habituellement c'était en Amérique latine. Bon, puisqu'il prend l'exemple des Pays-Bas, Bruno Le Maire, je vous rappelle quand même ce qui s'est passé aux Pays-Bas. C'est que vous avez des ministres qui sont sous protection, vous avez des hommes politiques qui sont menacés de mort par des narcotrafiquants. Donc en fait, en Belgique aussi. En Belgique aussi. Donc en fait, Bruno Le Maire, qui est ministre depuis 7 ans et qui s'occupe de ce sujet-là, enfin, que fait le gouvernement depuis, que fait Emmanuel Macron depuis toutes ces années? Des narcotrafiquants s'installent en France. C'est ça. Mais donc on est en train de basculer dans un narco-État, Pascal. On va devenir un narco-État. Moi, vous savez, ça a été moins spectaculaire, vous en avez parlé, mais cette commission Éric Revel du Sénat, où vous avez 9 magistrats marseillais qui avaient témoigné. Mais c'était hallucinant. Les types disaient, les magistrats disaient, mais en fait, ça sert à rien, finalement, de mettre des trafiquants en prison, puisque ils continuent à commanditer des assassinats depuis leur cellule, grâce à des téléphones portables. En 2023, 53 000 téléphones portables ont été saisis dans les prisons françaises. Donc en fait, c'est une passoire. On achète la paix sociale, c'est pour acheter la paix sociale, donc vous saisissez pas les portables. Mais il y a juste une chose sur ce trafic, c'est-à-dire que là, on a 3 ministres qui sont intervenus récemment. Donc le ministre de l'économie, très bien.
Gérald Darmanin qui lance son opération Place Nette, et vous noterez qu'il y a énormément de communication sur les arrestations et les saisies, jamais sur la suite de ces... Parce qu'une interpellation toute seule ne veut pas dire grand-chose. Et par ailleurs, l'interpellation, ça dépend qui vous interpellez aussi. Si vous interpellez une petite main avec aucun élément matériel... Darmanin dit que c'est des caïds et des Gourbonnais. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je pense que je remets pas en cause la bonne volonté, je vous assure, de Gérald Darmanin ou de Gabriel Attal. Parce que il se trouve que nous les connaissons, je les connais, on peut échanger avec eux. Et je pense qu'ils ont, au fond, ils aimeraient faire bouger les choses. Oui. Je pense que simplement ils n'en ont pas les moyens. Dans un cadre, ils n'en ont pas les moyens parce qu'il faut changer de logiciel. Mais il y a deux choses. Éric Dupond-Moretti nous dit en réaction aux magistrats, notamment sur la question de la procédure pénale, puisque vous savez que pour arriver à terme, il faut que la procédure tienne devant une juridiction. Il parle de complexité comme les policiers. Éric Dupond-Moretti répond oui, le président de la République m'a demandé de travailler sur une simplification. Que disent les magistrats? La dernière complexification date de novembre 2023. Il y a quelques mois, ils ont encore complexifié. Et Gérald Darmanin, vous avez raison sur le harcèlement sur le terrain, mais il y a quelques jours, il a fait une déclaration complètement dingue, où il explique sur le terrain qu'en fait, ils se sont rendus compte que quand vous travaillez en amont d'une interpellation, donc en judiciarisant, c'est-à-dire en récupérant des éléments pour interpeller la bonne personne pour que ça tienne devant une juridiction, c'était plus efficace. Mais Gérald Darmanin, vous vous souvenez de la guerre entre Gérald Darmanin et la police judiciaire, précisément sur la réforme de la police judiciaire? C'est exactement ce que disaient les policiers de l'APJ. Donc il y a un moment où il faut que... il y aura peut-être une prise de conscience. Déjà, les ministres s'entendent et qu'il y a un minimum de cohérence dans la... Et Bruno Le Maire, écoutez, parce qu'effectivement, là, il est sur le terrain de Gérald Darmanin, et là, il va sur le terrain de Éric Dupond-Moretti, qui nous dira que tout va bien. Bien sûr, qui sera dans la négation totale de ce qui peut se passer, et qui ira engueuler les procureurs. Ce qui est quand même invraisemblable. Et les magistrats du siège. Les magistrats qui ira les engueuler. En leur disant, ah ben non, vous n'avez pas le droit de le dire. Il y a qu'une chose qui est importante, me semble-t-il, c'est les faits. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça venait percuter la communication du gouvernement. Vous avez des magistrats qui disaient que la guerre était perdue, et de l'autre, un ministre de l'Intérieur. Écoutez ce que dit Bruno Le Maire, et il pense qu'il commence à dire qu'il faut peut-être changer de paradigme. Le logiciel, vous voulez dire? Ça lui permet de ne pas parler de son portefeuille. L'idée de s'inspirer de la jurisprudence sur le terrorisme qui fonctionne très bien. Le niveau de menace, pour moi, est similaire. Il demande la même détermination et la même capacité à s'affranchir d'un certain nombre de règles que nous avons respectées jusqu'à présent et dont jouent les narcotrafiquants. C'est ma position de ministre de l'économie et des finances. Je connais les réticences de certains sur les libertés publiques, je peux les entendre, mais pour moi, il faut appliquer au narcotrafic la même jurisprudence qu'au terrorisme. Savoir s'affranchir de certaines libertés publiques pour protéger la liberté collective de nos compatriotes face à cette menace. Et puis la dernière passage que je voulais vous montrer, c'est le passage entre les narcotrafiquants et le terrorisme, parce que pour lui c'est la même chose, il a bien raison d'ailleurs. Non seulement les deux phénomènes de narcotrafic et de terrorisme sont comparables dans leur intensité et la menace qu'ils font peser sur la France, mais ils sont liés. Je confirme les liens financiers qui existent entre le terrorisme et les narcotrafiquants. Et nous disposons de tous les éléments pour confirmer ces liens qui peuvent exister entre le financement du terrorisme et les narcotrafiquants. La phrase clé, si rien ne change, nous risquons de voir apparaître de nouveaux Medellín au cœur de l'Europe. C'est Bruno Le Maire qui le dit. Et évidemment, ces auditions sont extrêmement intéressantes parce qu'on y apprend des choses terrifiantes. Oui, non, mais l'apparence, on vient de le dire, c'est qu'il sort de ses attributions pour empiéter sur celles de deux autres ministres qu'il critique au passage. Mais fondamentalement, c'est beaucoup plus important parce qu'il nous indique clairement, on en a déjà parlé la semaine dernière, il nous indique clairement qu'un choix nous est maintenant offert entre deux chemins, le Mexique, c'est-à-dire l'État qui disparaît et qui est sous la coupe des narcotrafiquants, ou le Salvador. La mexicanisation de ce pays, la tiers-mondisation de ce pays, c'est invraisemblable quand même. Et je le répète, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Le Maire. Par ailleurs, on le disait avant Bruno Le Maire, on se faisait insulter, je referme la parenthèse.
Oui. Oui, et c'est quand même important de le dire. Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a quand même des questions à poser sur ce qui est sa stratégie personnelle, parce que on sait tous que le pouvoir épuise et décrédibilise. Donc, ça fait 7 ans qu'il est ministre de l'économie. Et effectivement, le fait que les responsables politiques cherchent à aller rechercher de la crédibilité, notamment à travers un constat dur, alarmant, surtout quand il met en cause les petits camarades et pas eux directement, c'est pas nouveau. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il le fait maintenant. Pourquoi est-ce que c'est quand même quelqu'un qui a une raison simple. Non, mais parce qu'il pense à la présidentielle. Il a l'habitude d'avoir un discours très policier. Il aurait pu faire de l'eau tiède dans cette. Non, mais si vous avez lu son livre La Voix française, mais c'est hallucinant. En fait, il est en train d'expliquer ce qu'il aurait fallu faire ou ce qu'il faudrait faire. Oui, mais c'est la course des petits chevaux. C'est-à-dire que le pays est dans un état lamentable. Vous avez vu la phrase d'Emmanuel Macron. Et c'est devrait en envoyer un exemplaire au ministre de l'économie. Et ces jockeys, en fait, prennent une monture pour courir la course de 2027. Non, mais c'est... Faire le bilan de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti, ça lui permet de ne pas faire le sien au moment où il y a 3200 milliards. Thomas Hill nous attend. Je vais quand même citer un mot d'espoir. Ce n'est jamais fini. C'est mal embarqué, mais c'est encore possible. Voilà ce que m'écrit ma fiancée. Elle a raison. C'est un espoir léger quand même, parce que ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. Sauf Capri. Même la évidemment. Bien sûr. Parce que alors là, Capri, c'est fini. Pour le coup. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. C'est vrai, effectivement. Bon, tout va bien. Pascal. Tout va bien. Vous recevez Florence Foresti, je crois, ce matin, et Patrice Duhamel. J'ai beaucoup de chance, effectivement. Alors, Patrice Duhamel, vous pourrez lui parler de Georges Pompidou, évidemment, puisqu'on va célébrer les 50 ans de la mort de Georges Pompidou. C'était le 2 avril 1974.